qu'on appelle un glaciaire, et en réalité, ce fut ce qu'on a appelé le dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans. À cette époque-là, la glace excédentaire, que l'on voit bien apparaître ici dans l'hémisphère nord, se montait à 50 millions de kilomètres cubes en plus qu'à l'heure actuelle. Pour former cette glace, il a fallu pomper l'eau à l'océan. L'océan a diminué en épaisseur de à peu près 130 mètres. Et malgré une situation aussi dramatiquement différente, la température moyenne globale annuelle n'était que 5 degrés Celsius inférieure à l'heure actuelle. Donc, quand vous parlez de changement de température de quelques degrés, faites très attention parce que le passé de l'histoire de la Terre nous apprend que quelques degrés en valeur globale moyenne annuelle représentent localement des changements considérables. À la hauteur de Stockholm, il y avait 3 km de glace, la calotte glaciaire s'étendait jusqu'à New York, elle atteignait le nord de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne à cette époque-là. Le CO2, la concentration en CO2 dans l'air était de 200 parties par million en volume. À l'heure actuelle, elle est de 400 parties par million en volume, et au moment pré-industriel, elle était de l'ordre de 280 parties par million en volume, c'est-à-dire dans les années, disons, 1800 à 1900. Fort heureusement, nous avons beaucoup d'autres choses que simplement 2 photographies instantanées. Et nous avons maintenant des courbes à profusion qui couvrent le dernier million d'années, en particulier les 2000 dernières années en termes de variation du CO2, méthane et oxyde d'azote, où vous voyez manifestement qu'avant la révolution industrielle, la concentration en CO2 dans l'air était de l'ordre de 280 parties par million en volume, et puis nous nous sommes envolés vers ce que je vous ai dit maintenant, les 400 ppmv. Mais une des leçons peut-être fondamentales et beaucoup plus intéressantes, c'est de regarder ce qui s'est passé au cours des 20 000 dernières années. Au moment du dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans, je viens de vous le dire, la concentration en CO2 dans l'air était de 200 parties par million en volume. En 20 000 années, on est passé de 200 à 280, c'est-à-dire grosso modo plus 100 ppmv de manière tout à fait naturelle. Et ensuite, en 200 années, c'est-à-dire en 100 fois moins de temps, on a augmenté la concentration d'une même valeur. On est passé de 280 à plus de 380 ppmv. Et donc nous sommes en train de perturber, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la concentration en CO2 dans l'air à une vitesse qui est 100 fois supérieure à ce que la nature est capable de faire. Si on met ça dans le contexte des 400 000 dernières années, en termes de CO2, vous voyez que de manière naturelle, le CO2 varie entre 180 à 200 ppmv quand il fait très froid, à 280 ppmv quand il fait chaud. Et encore une fois, maintenant, nous sommes sortis de cette variabilité naturelle, et si je devais mettre dans les 400, il serait probablement à 1 mètre au-dessus du plafond de la pièce maintenant. Donc 400 en 2014. Nous avons autre chose que du CO2 et du méthane à notre disposition. Voici maintenant la courbe de variation du CO2 depuis 800 000 ans dans le passé, la courbe de variation de température dans l'Antarctique, mais nous avons également des données qui nous permettent d'estimer le volume total de glace sur Terre. Et vous voyez, en gros, s'il vous plaît, ne faites pas de relation trop directe immédiatement, mais en gros, vous voyez que quand il y a beaucoup de CO2, il fait chaud en Antarctique, il y a peu de glace sur la Terre, et on a même des informations, celles des leuses et des sols que je vous ai montrées, qui nous permettent de dire quelque chose en ce qui concerne l'intensité des moussons, et en particulier de la mousson est-asiatique. Si vous faites une analyse spectrale de ce genre de courbe, vous tombez sur quelque chose d'assez spectaculaire. En tout cas, pour moi, ça l'a été, puisque ça draine ma vie depuis 50 ans. J'ai commencé à travailler sur ce problème il y a exactement 50 ans maintenant. Et vous voyez que si vous en faites analyse spectrale, vous avez ce qu'on appelle une courbe de bruit rouge. La persistance domine les phénomènes en géophysique. Mais superposé à ce bruit rouge, vous avez des pics qui sont significatifs
et qui vous renseigne sur des quasi-périodicités qui existent dans toutes ces variables. Il y en a une de 100 000 ans, il y en a une d'à peu près 40 000 ans, et puis il y en a deux relativement proches de ce qu'on appelle 21 000 ans, la période de précession. Ces deux périodes, en fait, ont été la meilleure preuve que nous ayons eue, il y a maintenant déjà 30 ans, de la véracité, de la vraisemblance, en tout cas, de la théorie astronomique. Je vais vous en dire un mot dans le sujet. Ces trois périodes sont en fait liées à des variations de paramètres de l'orbite de la Terre et de son axe de rotation. La période de 100 000 ans, dite d'excentricité, en fait, est une période caractéristique de la variation de la forme de l'orbite elliptique de la Terre autour du Soleil. Il existe une autre période que j'ai mise en évidence, de 400 000 ans, et dont j'essaierai de vous montrer toute son importance dans une dizaine de minutes. Les deux autres périodes fondamentales, celle d'à peu près 40 000 ans, elles gouvernent la variation de l'inclinaison de l'orbite, de l'axe de rotation de la Terre par rapport à l'axe de référence. Et donc, cette obliquité à l'heure actuelle, vous la connaissez tous très bien, elle est de l'ordre de 23 degrés, 23 degrés et demi, et elle est la mesure de la latitude des tropiques et de la latitude des cercles polaires. C'est un problème de géométrie relativement simple. Malheureusement, les enfants et les jeunes voient de moins en moins bien dans l'espace. Et donc, quand je dois leur expliquer, même en troisième année d'université, que l'obliquité, donc la variation de cet axe de rotation, sert à localiser les tropiques nord-sud et les latitudes des cercles polaires, j'ai des difficultés. Mais alors, là où la difficulté devient plus grande, c'est celle d'expliquer le cycle de précession. En fait, ce cycle de précession était supposé être de l'ordre de 21 000 ans. Et ce n'est pas la précession astronomique, pour ceux d'entre vous qui sont des fanats de l'astronomie, c'est une combinaison de la précession astronomique avec la variation de ce qu'on appelle le périhélie. Et cela, combiné, donne en moyenne une valeur de 21 000 ans. Ce qui s'est passé, c'est que les techniques d'analyse des données se sont améliorées. La théorie que j'avais mise à jour et raffinée au moment où les géologues ont pu faire des mesures précises, se sont combinées pour montrer qu'en fait, ce genre de période n'existe pas. C'est une période moyenne, elle apparaît lorsque vous faites des moyennes. Mais les vraies périodes sont les périodes de 19 000 et de 23 000 ans dont j'ai envie de parler. Alors la précession, à quoi sert-elle? L'obliquité sert à définir les saisons. La précession, elle sert à me dire quelle est la distance entre la Terre et le Soleil pour des saisons bien particulières. Et il se fait qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Nous avons les hivers de l'hémisphère nord qui se passent au moment où la Terre est la plus proche du Soleil. Mais c'est un accident de la nature, parce que dans un demi-cycle de précession plus tard, c'est-à-dire dans 11 000 ans, ça sera exactement l'opposé. En plus de ça, soyez pas trop égocentriques, parce que nous voyons toujours le climat comme étant appartenant à l'hémisphère nord, mais tant que l'hiver de l'hémisphère nord se passe, c'est l'été dans l'hémisphère sud. Donc, dans l'hémisphère sud, ils bénéficient d'une distance relativement proche pendant leur été entre la Terre et le Soleil, ce qui, évidemment, module, cette précession, module les effets de l'obliquité sur les saisons. Voilà. C'est la chose essentielle que je voulais vous dire. Celui qui est considéré comme le grand maître de ce genre de théorie, s'appelle Milutin Milanković. C'est un Serbe, croate, qui est né en 1879 et est mort en 1958, et il a consacré toute sa vie à l'étude de cette théorie. C'était un ingénieur qui avait fait fortune
dans la construction de hangars et de ponts, et pour lequel il est resté célèbre en Serbie. Et à l'âge de 25-26 ans, il a trouvé que passer toute sa vie à construire, ce n'était pas très noble. Il s'est penché sur la littérature et a découvert cette théorie astronomique qui date de bien avant Milutin Milankovic. Ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'histoire des sciences, j'ai fait maintenant une analyse relativement approfondie de l'origine de la théorie astronomique, et tenez-vous bien, elle remonte à la moitié du XVIIIe siècle. En 1750, tout ce que je vous ai appris maintenant était connu par certains physiciens et certains astronomes. Tel que, par vous en avez un qui s'appelle Alphonse Adhémar, qui est un Français, et qui, au début du XIXe siècle, non seulement avait connaissance de cette théorie astronomique, mais en plus avait imaginé la circulation thermohaline. Cette fameuse circulation qui a été à l'origine d'un film célèbre de Day After, le jour d'après, où on prétend que nous allons entrer dans une glaciation parce que la circulation thermohaline va se ralentir à cause des effets du réchauffement sur la densité des eaux dans la haute latitude de l'hémisphère nord. Il a fallu attendre les années 1970 pour que les géologues aient finalement à leur disposition des techniques extrêmement sophistiquées, et c'est ainsi qu'a vu le jour un article célèbre qui a été écrit par Jim Hayes, John Imbrie et Nick Shackleton. Ceci, c'est le fils de Milutin Milankovic, Vasko Milankovic. Alors, malgré que j'ai un peu plus d'années, j'ai organisé cette réunion en 1982 au Lavande de Haïti, et c'est ainsi que nous avons pu prendre une photo qui est devenue un peu une photo d'histoire maintenant pour les gens qui ont travaillé dans ce domaine. Et le papier de Imbrie, Imbrie et Shackleton a été publié dans Science à la fin de